bonsoir, ravi de vous retrouver dans Sport à la Une. Ce soir, nous parlerons notamment basket avec le tournoi de la zone 2. L'équipe du Sénégal prend l'eau à Bamako. 2 défaites dont une historique contre la Guinée-Conakry. Un écart de 45 points contre le Mali. Une qualification compromise pour l'Afrobasket. Les interrogations se multiplient autour de cette équipe et de cette débâcle. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau Pathé Keita, commissaire à la FIBA. Hayatou balayé par le vent du changement. Après 29 ans de règne, le Camerounais cède sa place au Malgache Ahmad. Pour parler des coulisses de cette révolution, nous serons en ligne avec notre confrère Aliou Goloko, témoin de premier rang puisqu'il était à Addis Abeba. Match amical Sénégal, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire. Les Lions en regroupement depuis ce midi. Focus ce soir sur la ligne d'attaque qui enregistre l'arrivée d'un jeune joueur du nom de Opanguet. Il évolue au FC Metz. Mame Biram Diouf est le seul attaquant de cette liste avec 0 but au compteur depuis le début de la saison. Génération Foot persiste et signe. Les académiciens confortent leur première place à la tête de cette Ligue 1. Une belle réussite pour les promus, dont l'entraîneur et manager général Olivier Perrin sera également parmi nous ce soir. Il est déjà parmi nous ce soir. Et puis on parlera des buzz de web, bien sûr, avec Momodou Ndiaye, heureux d'avoir été élu homme du match. Un joueur ghanéen remercie et sa femme et sa petite amie dans les TV d'après-match. Nous découvrirons ça tout à l'heure dans ce mag. Merci. On va commencer par les invités. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Pathé. Bonsoir, Manfatou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Malal Chertigan, bonsoir. Bonsoir, Manfatou. Bonsoir, chers invités. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Malal. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec du basket, ce tournoi de la zone 2 et cette contre-performance pour le Sénégal, Chertigan. Oui, contre-performance pour le Sénégal pour cette manche aller. 2 défaites contre la Guinée, 68-55 contre le Mali, 82-37. Donc des défaites qui relèguent les Lions à la 4e place au classement général. Eux qui n'ont obtenu qu'une seule victoire contre le Cap-Vert, 78-64. Plus que le résultat, c'est le contenu qui inquiète. Une défaite historique et une débâcle face au Mali qui risque de laisser des traces. Retour sur une phase aller cauchemardesque avec Momodou Ndiaye. Catastrophique, les Lions du basket ont déçu lors de cette phase aller du tournoi de la zone 2, joué ce week-end. Eux qui ont subi une humiliation à Bamako, ils terminent 3e sur 4 avec une seule victoire devant le Cap-Vert, 78-64. Les coéquipiers d'Antoine Mendy ont chuté face à la Guinée, 68-55. Une défaite historique, avant de subir une autre raclée face au Mali, 82-37, 45 points d'écart. Aucun jeu collectif, maladresse sur les tirs à mi-distance, aucune présence dans les jeux intérieurs, les Lions aux abonnés absents dans les rebonds offensifs et défensifs, les statistiques parlent d'elles-mêmes. 13 tirs réussis sur 54 tentatives en moyenne et par match. Suite à cette débâcle, le Sénégal doit absolument remporter ses 3 prochains matchs le week-end prochain à Dakar pour espérer obtenir son ticket de qualification au prochain Afrobasket 2017. Voilà, donc Chertigan, on est bien 3e, on est devant le Cap-Vert. Pourquoi d'ailleurs, Pathé? Pourquoi on est 3e au lieu d'être dernier? Ce que certains pensent d'ailleurs qu'on est dernier de cette poule. Oui, j'ai vu au niveau de la presse, on a relayé certains classements. On a même dit que c'est le Mali qui est des premiers et le Sénégal dernier. Et en basket, c'est le goal average particulier. Donc le Mali a 5 points, la Guinée a 5 points. Donc, au goal average particulier, on va voir la confrontation. C'est la Guinée qui a battu le Mali. Donc, c'est le Mali qui est pour l'instant premier. De même que le Sénégal qui a battu le Cap-Vert, qui est actuellement 3e. C'est la Guinée qui doit être première, là. C'est la Guinée qui est première. Voilà. Le Sénégal est 3e, le Cap-Vert est 4e. Alors, Pathé, difficile de comprendre cette déroute, mais ce qui a le plus peut-être surpris, et d'ailleurs a valu que beaucoup de spectateurs aient éteint leur télé à la fin de la première période contre le Mali, c'est le niveau de jeu proposé par le Sénégal. Comment vous l'expliquez? Oui, bon, durant tout le tournoi, on a vu que le Sénégal a joué à un niveau très inquiétant. Peut-être cela est dû à un groupe qui a manqué d'automatisme sur le plan collectif.
mais aussi sur le plan physique. Moi, personnellement, je n'ai pas des informations par rapport à certains joueurs. Certains jeux, je viens de les connaître avec ce tournoi. D'autres, j'ai l'habitude de suivre pratiquement beaucoup de joueurs sénégalais à travers le championnat. Mais là, pour certains jeux, véritablement, je n'avais pas beaucoup d'informations sur eux. Mais là, j'ai un peu vu qu'il y avait un déficit sur le plan physique quand même. Donc ça, je ne sais pas, est-ce que les coachs ont eu toutes les certitudes par rapport à la compétitivité des joueurs? Parce que bon, il y a le directeur qui nous avait rassuré, qui avait dit qu'on a une équipe compétitive lors de la conférence de presse. Moi, je m'en étais limité à ça. Mais là, le niveau de jeu a été vraiment inquiétant. Là aussi, bon, il faut reconnaître aussi que au niveau du banc, on a l'entraîneur titulaire, en tout cas, est un inexpérimenté, parce que c'est un entraîneur il a arrêté à jouer en 2013. Donc il a commencé, et puis il l'a dit, hein, il ne connaît pas le basket africain, il a joué avec certains Africains, donc il a eu à coacher une équipe U20, à quel niveau en France, donc il n'a pas du tout d'expérience. Donc c'est lui qui a eu à coacher l'équipe. Lors des temps morts, on a vu son discours, le match contre la Guinée, à 1 minute 20 secondes de la fin, il a jeté l'éponge en basket. Si à 11 points, on jette l'éponge, ça c'est inquiétant, alors que le goal average particulier peut compter. On devait jouer le match jusqu'au bout pour peut-être gagner ou réduire l'écart. Parce qu'on prend 13 points contre la Guinée. Donc c'est un paramètre qui pourrait avoir son importance à la fin. Mais tout compte fait, bon, on a notre destin en main. Oui, mais Pathé, vous parlez de problèmes physiques, mais quand même, on a vu une équipe du Sénégal qui est bien entrée dans ce tournoi avec une victoire face au Cap-Vert. Et ensuite, on ne peut pas le comprendre, on n'a pas compris une défaite face à la Guinée. Vu cette Guinée qui se fait battre par le Cap-Vert que nous avons battu, est-ce que c'est tout simplement un problème physique ou bien dans le groupe? Je pense que la mayonnaise n'a pas pris. Absolument, il y a absence de cohésion. Parce que si on suit votre raisonnement, la Guinée a aussi battu le Mali. Le Mali a battu le Cap-Vert. Donc c'est un raisonnement qui peut ne pas, en tout cas, expliquer cette situation. Mais tout compte fait, on a vu une équipe sans cohésion, sans véritablement une identité de jeu. Donc c'est vrai que c'est un nouveau groupe avec un nouvel entraîneur. Donc en tout cas, on était un peu, pour moi, dans des airs de certitude. Je pense qu'il va falloir corriger très rapidement. Oui, mais est-ce qu'il y a des responsables de cette défaite? On doit les situer. Parce que quand même, il faut dire que cette situation-là, le Sénégal connaît, puisqu'il y a 2 ans de cela, c'était la même chose, mais c'était avec une équipe locale. Mais là, les dirigeants ont voulu rectifier le tir en allant chercher des expatriés. Oui, là aussi, il faut vraiment reconnaître qu'il y a eu un travail qui a été fait. Peut-être les défaites même vont un peu cacher ce travail. Gâcher ce travail, en tout cas dans le terme du contenu qui a été fait, parce que c'est pas évident de libérer des joueurs de proie à cette période. Donc il y a beaucoup de joueurs de proie qui vont jouer, au moins 2 joueurs de proie qui vont jouer le tournoi de Dakar. Ça, je pense que c'est des efforts qui ont été faits. Mais moi, personnellement, ça, c'est mon avis, quoi. Ça n'engage que moi. Je dis que moi, c'est le coach. On doit renforcer le staff technique. On ne peut pas mettre pour une équipe comme le Sénégal. Je pense que les dirigeants avaient dit que nous voulons un coach expérimenté. Là, dans la planification, il devait avoir un plan B qui consisterait à avoir un autre coach expérimenté de haut niveau si Porphyrio n'est pas disponible. Mais Patrick, moi, ce que je ne comprends pas, c'est le fait qu'on dise on veut un coach expérimenté de haut niveau. Et quand on parle de haut niveau, on se tourne vers l'étranger, comme si au Sénégal, on n'en a pas. Oui, c'est inquiétant. On a d'excellents coachs qui pourraient véritablement conduire cette équipe avec beaucoup de réussite. On en a, parce que tout ce qu'on a eu à gagner ici, c'est avec les coachs locaux. Cher ça, il a qualifié l'équipe au 2e tour de la Coupe du Monde. Tabagé est en train de faire du bon travail. Il y a d'autres coachs, même Madiène. Madiène qui est sur le banc, c'est l'un des entraîneurs les plus diplômés. Il a fait ses preuves. Donc,
moi-même, ça m'a un peu tiqué. Mais est-ce qu'ils que... acceptent d'être derrière un jeune qui passe ses diplômes, un novice. Mais est-ce que, avec ce qu'il a montré, on n'a rien contre lui, mais il a montré ses limites, ses carences à Bamako. Est-ce qu'on doit le laisser rester à la tête de l'équipe pour la phase retour? Oui, moi j'ai suivi le président de la fédération à sa descente de l'avion. Il a indiqué clairement qu'il y aura des changements. En tout cas, au niveau de l'effectif, je sais qu'il y a certains joueurs qui ont été sont retournés, d'autres sont rappelés. Ça, c'est sur le plan de l'effectif. Sur le plan du staff technique, bon, je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu grand-chose, mais moi, j'ose espérer qu'il y aura des changements. Ce staff technique doit être renforcé. Est-ce que ça ne m'a pas... On doit dire, j'ose espérer, nous espérons que... Non, il faudrait qu'on tape du poing sur la table pour qu'il y ait des changements sur le banc de l'équipe. Parce que ce tournoi-là, c'est un tournoi simple de la zone 2, mais les enjeux sont importants. D'abord, il faudrait se qualifier pour l'Afrobasket et ensuite pouvoir faire partie des équipes qui vont disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Donc si on ne se qualifie pas pour cet Afrobasket-là, ces compétitions-là, pour ces deux compétitions, le Sénégal va rester hacké. Oui, oui, non, c'est jusqu'en 2020, hein, parce que la Coupe du Monde c'est en 2019, mais c'est la Coupe du Monde qui va qualifier les équipes aux Jeux Olympiques de 2020. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un tournoi qui a d'énormes enjeux. Ouais. Alors on va écouter quand même hein, les Lions et leur délégation rentrée cet après-midi de Bamako, avec une grise mine évidemment. Antoine Mendy, capitaine de cette sélection, qui prend cette débâcle pour lui. Également Maître Babacar Ndiaye, président de cette fédération sénégalaise de basketball. Il tire le bilan de cette campagne et parle déjà de remobilisation. Nous les écoutons. C'était dur. On a essayé de produire du jeu. Voilà, ça ne s'est pas passé comme nous on l'aurait souhaité. Mais voilà, tout n'est pas terminé. Il reste la seconde partie ici. On espère qu'à la maison, on aura le soutien de tout le peuple sénégalais. Si on n'a pas la possibilité de faire face à certaines choses, on arrête de faire du sport. Voilà, moi les deux défaites, je les prends pour moi. Elles sont à titre personnel. Parce que je suis le capitaine, ça n'a pas été, j'ai pas pu mobiliser mon groupe comme je le voulais. En plus de ça, j'ai pas été bon. Donc voilà, les deux défaites, je les prends pour moi, elles sont pour moi et j'espère qu'on va pouvoir montrer un autre visage à Dakar. En partant de Dakar, on s'était dit qu'à la limite, on va terminer deuxième avant d'aborder le tournoi de Dakar. Bon, malheureusement, il y a eu ce naufrage collectif hier et cette défaite inattendue contre la Guinée. Mais malgré tout cela, nous sommes à un point des leaders. Donc il n'y a pas encore péril à la demeure. Meley et Khan, qui devaient même venir à partir du 22, ont rapproché leur venue. Ils seront à Dakar à partir d'aujourd'hui. Alcer sera à Dakar demain à partir de 16h. Moïse Djemé demain à partir de 20h. Nous avons également réussi à conserver Lamine Sambo qui devait rentrer. Nous avons, avec son agent et son club, obtenu quand même son autorisation de rester pour faire le tournoi de Dakar. On fera le bilan au soir du 26. Si on est qualifié, on fera. Si on n'est pas qualifié également, on en tirera les conséquences. Mais ce n'est ni le moment ni le lieu vraiment pour polémiquer. Donc il reste encore une semaine pour se rattraper et essayer d'obtenir cette qualification. Mais j'aimerais quand même, Pathé, vous interpeller sur le rôle de joueurs expérimentés comme Antoine Mendy qui ont été inexistants durant ce tournoi. Comment on peut expliquer ça? C'est peut-être parce que justement autour d'eux, il n'y avait pas les automatismes, il n'y avait pas la cohérence, la cohésion dans le choix des hommes. Comment un joueur comme Antoine Mendy n'a pas pu porter cette équipe sur ce tournoi aller? Oui, ben Antoine découvre un nouveau groupe. Hein. Il n'a pas l'habitude de jouer avec ces jeunes joueurs, je dirais. Il y a un décalage de niveau. Parce qu'Antoine, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer avec des meneurs qui le trouvent dans de bonnes positions. C'est plutôt un finisseur, ce n'est pas un créateur de jeu. Donc là, je pense qu'il a été un peu orphelin de Khan. Donc peut-être on verra le vrai visage d'Antoine pour le tournoi de Dakar, parce qu'avec l'arrivée de Khan, là aussi il faut noter qu'on aura, avec l'arrivée de Khan, Antoine, Alcès, on aura 5 mondialistes, hein, et Meley Ndoye, on aura 5 mondialistes dans le groupe et 4 joueurs qui ont joué le dernier Afrobasket. C'est sûr que c'est des joueurs qui se connaissent. Maintenant, il faut à l'entraîneur, je ne sais pas, celui qui sera chargé de diriger l'équipe. Mais vous ne pensez pas que quand même en une semaine, on va changer le staff technique? Si. Ce serait un gros risque quand même de changer l'entraîneur qui a conduit cette équipe à Bamako. Est-ce qu'on ne va pas recommencer à zéro?
Même si c'est Dame qui a entraîné l'équipe pendant 1 mois. Et c'est là aussi peut-être il y a une contradiction. Il a entraîné pendant presque 1 mois des locaux. On change une partie du groupe. On amène un adjoint qui est l'adjoint de Porfirio Fisac. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ça? Et donc, voilà, c'est peut-être là où il y a les petites contradictions. Oui, là aussi, je pense que, bon, il y a eu, pour moi, certaines incertitudes, certains paramètres que les dirigeants n'ont pas pris en compte. Et c'est pour moi des choses qui sont très importantes. Parce que là aussi, l'entraîneur est venu, c'est un nouveau qui n'a pas vécu, qui ne connaît pas le groupe, il connaît pour la plupart certains joueurs. Donc, à 5 jours, je pense qu'il a fait 5 jours avec l'équipe pour l'amener à Bamako. Donc là, c'était insuffisant. Bon, maintenant, je pense que le staff doit être renforcé. Le directeur technique doit prendre ses responsabilités. Le président de la fédération doit prendre ses responsabilités pour renforcer le staff. Il ne faut pas que, je pense qu'ils ont tenu une réunion à Bamako. Cette réunion moi je croyais que cette réunion devait se tenir à Dakar avec un staff élargi. Les compétences sont là. Cheikh, ça connaît bien ce groupe. C'est un patriote. Si on l'appelle, il donnera son avis. Tafagé est là. Le problème, c'est que cette équipe nationale du Sénégal a un entraîneur qui n'est pas sur place. Pigiste. Un entraîneur. Bon, on a un entraîneur national d'été. On ne peut l'avoir qu'au mois d'été parce qu'il est en club. Et c'est lui qui nous envoie son adjoint. Et apparemment, les programmes, tout ça, c'est Porfirio qui le fait et il n'est pas sur place. Mais est-ce que nos dirigeants peuvent désavouer ce choix de Porfirio et mettre en place, alors qu'ils se sont déjà entendus sur les termes d'un contrat pour un Afrobasket qui n'est pas encore accessible? En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance d'un contrat qui soit signé avec Porfirio. Je sais qu'il a un accord avec la fédération pour l'Afrobasket. Mais avant d'aller à l'Afrobasket, il faut d'abord se qualifier. Donc là aussi, les dirigeants devaient prendre ces paramètres en compte. Et pourquoi pas chercher un entraîneur de niveau qui qualifierait l'équipe. Après, peut-être, si on se qualifie, on cherche un autre entraîneur. Mais maintenant, bon, comme on dit, le voyant est tiré, il faut le boire. On a un staff, on a vu que le staff est carré. Il faut le renforcer. Les autres entraîneurs sont là, ils ont tous suivi le match. Je pense que les avis sont partagés. Hein? Si vous faites le retour des réseaux sociaux, les commentaires, tout le monde dit qu'on a un problème de staff. Les gens ont moins tiré même sur les joueurs que sur le staff. Donc on a un problème de staff. Les gens disent que l'Union peut voir. Donc il ne faut pas que les gens se rebutent sur eux. Ce n'est pas un aveu d'échec du tout. C'est un tournoi. On a nos chances. Il faut qu'ils prennent des responsabilités, qu'ils renforcent le staff. Et en plus, avec un joueur comme Malendo, et je pense que ce problème de coaching va moins se poser, puisque lui, c'est pratiquement le deuxième entraîneur de cette équipe nationale. Mais Pathé, là où aussi, parfois aussi, nous, Sénégalais, sommes un peu contradictoires, c'est aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire, oui, on a de l'expertise locale, pourquoi ne l'avoir pas utilisée pour conduire cette équipe nationale masculine? Je me souviens, il y a encore 1 an, quand on est parti à l'Afrobasket, et que les choses s'étaient mal passées, qu'on avait été éliminé en demi-finale, il y a une grosse partie aussi de cette même opinion qui avait tiré sur le coach local Cheikh Sarr. Et aujourd'hui, on nous dit que Cheikh Sarr est un homme expérimenté qui peut diriger cette équipe. C'est aussi parfois aussi les sons de cloche qui diffèrent, qui font que peut-être même le président de la fédération est dans la même situation, parfois perdu. On ne sait pas ce qu'on veut. Oui, Mamfadou, je pense que l'Afrobasket, on y était. Je pense qu'on a fait un mauvais procès à Cheikh Sarr. Oui, mais avant même, Cheikh Sarr a pris une rousse à Bamako, lui aussi, hein, il y a 2 ans. Avec il faut reconnaître que ce n'était pas le même contexte. Les gens font une comparaison pour 2 situations différentes. L'équipe que le Mali avait présentée à Bamako était une équipe composée d'expatriés. L'équipe que le Sénégal avait présentée, c'était une équipe composée de joueurs locaux. Alors que cette fois-ci, l'équipe que le Mali a présentée, c'est une équipe composée de joueurs locaux. Il n'y a que 4 expatriés ou 5. Alors que le Sénégal a présenté une équipe avec 8 expatriés et 4 joueurs locaux. Donc on ne peut pas faire cette comparaison. Et là aussi, on était dans un terrain inconnu. Les gens croyaient que c'était un tournoi entre joueurs locaux. Mais là, on savait que les équipes qui allaient venir allaient nous présenter des équipes, allaient faire des efforts par rapport à la libération de leurs expatriés. Ces efforts aussi ont été faits par le Sénégal. Quoi qu'on dise, il y a eu des joueurs quand même
surtout pour ce tournoi de Dakar, si on parvient à libérer des joueurs qui sont des joueurs majeurs de leur championnat. Khan est le meilleur joueur de son équipe, Alceste est le meilleur joueur de son équipe, Antoine et Mollet, c'est des joueurs de Pro A. Donc ça aussi, il faut qu'on tienne compte de cela. Très bien. Alors on va avoir d'autres avis également suite à cette contre-performance qui viennent d'un ancien joueur et d'un ancien président de la Fédération sénégalaise de basket. Il s'agit de Baba Tandian, ancien président de la Fédération et l'ancien meneur de l'équipe nationale du Sénégal. Le premier parle d'humiliation au moment où Viendoy évoque une faillite collective. Nous les écoutons avec Mamoudou Ndiaye et Modou Diop. Bon, de toute façon, ça a été une surprise. Hein. Même étant ancien international, ça m'a vraiment surpris comme tous les Sénégalais. Il y a beaucoup d'amertume. Je pense que jamais nous avons été aussi humiliés. Jamais je n'ai connu une défaite aussi catastrophique. Moi, je croyais carrément que le Sénégal, au moins, pouvait avoir deux victoires. Maintenant, on se retrouve avec une seule victoire et 2 défaites. Maintenant, moi, comme je le disais tout le temps, la base d'une équipe, c'est le collectif. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle du Mali, mais on oublie aussi qu'il y a la Guinée. Je crois de mémoire, jamais je n'ai assisté à une défaite du Sénégal contre la Guinée. Quel que soit le renfort que la Guinée peut obtenir de l'extérieur, je pense que le Sénégal, ce qui se passe ici, on n'a pas le droit de le faire. On s'amuse avec le basket sénégalais. Tu ne peux pas te focaliser sur l'attaque et laisser la défense en rade. On a vu dans des séquences que le Sénégal prenait l'équipe adverse en haut. À chaque fois, il y avait des résultats positifs, mais il le faisait entre 3 et 4 minutes. Et puis tout le reste du temps, bon, il les attendait en bas. Et je pense que quelque part, ça fait désordre. Et quand tu vois aujourd'hui la préparation du Sénégal, quand on va à des éliminatoires, parce qu'il faut aller passer par là pour aller au championnat d'Afrique. Et je vous signale que le Sénégal a bénéficié pendant 3 fois le white card. Mais il n'existe plus ce white card. Il n'existe plus. Donc ça a été annulé. Donc ce qui veut dire que le Sénégal doit impérativement gagner ces 3 matchs pour se qualifier. Sinon, eh bien, il ne jouera pas cet afro-basket. Et ça, moi, je pense que quelque part, c'est très très grave. C'est assez compliqué. Maintenant, ce qui est arrivé. Donc, mieux vaut maintenant se focaliser sur les voies et moyens pour gagner les 3 prochains matchs qui auront lieu ici à Dakar. Mais non seulement des renforts, mais d'abord, moi je pense que la première chose à faire, d'abord, l'entraîneur du Mali doit prendre son avion et rentrer directement en France, parce qu'il n'a plus sa place aussi au Sénégal. Ça, c'est déjà un. Si on s'entête à le laisser là, ça, c'est leur responsabilité. Et moi, je pense qu'il faut des renforts, je pense qu'il faut un esprit de groupe, parce qu'il faut faire très, très, très attention, parce que cette défaite-là, mais justement, peut taper, mais peut saper le moral des gosses. Voilà donc réaction de Baba Tandian et de Viendoy, ancien international sénégalais. Alors Pathé, maintenant il faut parer au plus pressé, c'est-à-dire se qualifier pour cet afro-basket, ne pas y aller, ce serait une grosse désillusion, et pour le sportif et pour les basketteurs en général. Alors aujourd'hui, d'après vous, en fait, en dehors du coach, comment on peut remédier à ça? Est-ce que cette équipe nationale finalement n'est pas traumatisée par ce qui s'est passé à Bamako? Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut tenir aux gosses un bon discours. Moi, comme j'ai dit à certains à qui j'ai parlé, j'ai dit que le moment de la critique est dépassé. Les faits étaient là, comme vous le dites, c'est des faits sacrés. On a le droit de les commenter, on a le droit de critiquer, de donner notre avis, nos suggestions pour une meilleure participation, en tout cas au tournoi de Dakar. Maintenant, on s'oriente vers le futur, vers les solutions. On a 3 matchs à jouer à Dakar. Si on gagne les 3 matchs par 1 point, on se qualifie sans calcul. Parce que là, on sera soit premier, soit deuxième. Ça dépend des écarts sur les confrontations avec peut-être les équipes avec lesquelles on aura le même nombre de points. Si on ne le souhaite pas, on perd un match, on sera dans des calculs. On a bien vu que le Cap-Vert a augmenté son niveau de jeu. Il a hissé son niveau de jeu. Et c'est sûr qu'ils auront des renforts, parce que je ne pense pas que l'effectif soit complet. Donc il faut qu'on soit prêt dès vendredi. Il faut qu'on soit prêt à tous les niveaux vers vendredi. Il faut que tout le monde se mobilise derrière l'équipe. Je pense que le moment des critiques est dépassé. Maintenant, on se tourne vers l'objectif, parce qu'on a une belle génération de joueurs NBA. On a 3 joueurs NBA, 3 joueurs qui sont dans l'antichambre de la NBA.
qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction, en tout cas pour les années à venir. Il serait très regrettable qu'on ne puisse pas participer véritablement aux compétitions internationales. Donc il faut qu'on fasse une union sacrée vers l'équipe pour au moins essayer de se qualifier. Il faut aussi que ceux qui président au destiné de ce basket, aussi bien que la direction technique, que la fédération, qu'ils soient ouverts. Ce basket-là, c'est un basket de tout le monde. Il faut qu'il soit ouvert aux critiques. Les gens ne critiquent pas pour faire du mal. Ils font des suggestions positives pour aller de l'avant. Ce basket-là nous appartient à nous tous. On a les moyens de se qualifier parce que les équipes qui sont présentes, qui ont joué à Bamako, ce n'est pas de très grandes équipes. Peut-être on a mal joué, on a pris des défaites. On a pris une bonne victoire contre le Cap-Vert. Parce que si le Cap-Vert nous avait battu, ça aurait été véritablement catastrophique. On a pris une bonne victoire contre le Cap-Vert. On ne va pas cracher sur tout ce qu'on a fait à Bamako. On s'oriente vers le futur. On gagne nos 3 matchs et on se qualifie. Après, on règle certaines imperfections. Et également, l'apport du public, quand même, je pense que c'est extrêmement important. On l'a vu hier à Bamako, le public malien était vraiment chaud et ça a beaucoup aidé les Aigles. Oui, les gens sont conscients de cela. Les gens sont conscients de cela. Je pense que tout le monde va aller au stade. Les gens vont venir, vont pousser les joueurs. Je pense qu'Antoine a déjà fait appel au public. Tout le monde va faire appel au public. Donc on va essayer de venir transformer véritablement Maritnia en bouillard et essayer de galvaniser les gosses pour au moins qu'on se qualifie. Parce qu'il est impensable qu'on disparaisse du basket jusqu'en 2021. Ouais, ce serait dramatique. Voilà, merci Pathé Keita donc, pour toutes ces précisions concernant donc, ce tournoi de la zone 2 avec donc, cette contre-performance des Lions, mais qui ont la possibilité évidemment de se rattraper dès le week-end prochain, donc, puisque la phase retour se joue ici à Dakar et donc certains joueurs ont hâte d'ailleurs de jouer donc, devant leur public. Alors, a priori, nous devions être en ligne avec Aliou Goloko, je ne sais pas où en est le réalisateur Mao Cissé. Quand il est en ligne, vous me faites signe, puisqu'il faut également qu'on parle bien sûr de cette transition qu'il y a eu à la tête de la CAF, qui n'était pas forcément attendue. En tout cas, il y a eu un changement notable jeudi dernier à l'occasion de la 39e Assemblée Générale de l'institution. Et donc ce jour-là, c'est Ahmad Ahmad, un malgache qui a pris donc la tête de l'institution. Il a 57 ans, il est actuellement sénateur dans son pays, élu le 16 mars donc, dernier à Addis Abeba. Ahmad Ahmad annonce des changements dans le fonctionnement de la CAF et ce dans les plus brefs délais. Suivons ce récit de Cheikh Sadibou Diarra Ngonengam. L'homme est décrit comme quelqu'un de discret, mais l'arrivée d'Ahmad Ahmad, le malgache à la tête de l'instance dirigeante du football africain, n'est pas passée inaperçue. Elle est même retentissante, avec 34 voix contre 20 pour son adversaire. Ahmad a mis fin au règne de 29 ans du Camerounais à la surprise générale. Le ressortissant de la grande île de l'Afrique, âgé de 57 ans, qui a eu le soutien de la partie australe, a ainsi démontré toute son efficacité dans les tractations pour devenir le 6e président de la Confédération africaine de football. Normal, Ahmad Ahmad, ce dirigeant sportif issu de la minorité musulmane malgache, a un cursus éminemment politique. Entraîneur de football du 3e degré et président de la Fédération malgache de football depuis 2003, Ahmad fut entre-temps secrétaire d'État au sport, puis ministre de la Pêche et sénateur dans son pays. Fin politique donc, Ahmad Ahmad promet le renouveau du football africain avec la transparence comme mode de gestion à la CAF. Sa première bataille, combattre la corruption qui gangrenait les instances du football depuis quelques années, ce dont il a été pourtant accusé sans preuve par Sunday Times dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2010 également, lorsqu'il était ministre de la Pêche, secoué par un trafic de crap. Des accusations balayées d'un revers de main par le nouvel homme fort du football africain qui assure qu'il ne fera pas plus de 2 mandats à la tête de la CAF. Déjà une bonne chose si l'on sait que son prédécesseur en a fait 7. Voilà, donc présentation du nouveau président de la CAF. On va faire un petit tour de table avec Malal Junior et Cheikh Tidiane. C'est vrai qu'on avait quelques doutes
mais on ne s'attendait pas à ce que Issa Hayatou tombe ce jeudi dernier. Ça a été quand même un tremblement de terre, on va dire, dans le milieu du foot africain. Un tremblement de terre avec des raisonnements positifs, parce que Hayatou, ça faisait longtemps qu'on le voyait dormir dans les stades. C'est vrai qu'il a beaucoup fait, mais il est victime du virus qui souvent détruit un peu le continent africain, c'est-à-dire qu'une fois au pouvoir, on veut mourir au pouvoir. Alors que ce n'est pas comme ça. On a fait 29 ans à la tête d'une institution, il faut savoir partir. Je pense qu'Hayatou ne devrait même pas être candidat à cette élection. Il aurait dû organiser ça entre deux challengers de manière très propre et passer le témoin et partir. Malheureusement, on est en Afrique, rattrapé par ce qui rattrape tous les dirigeants africains. Il est parti. On essaie de bien se reposer. Et puis que Ahmed donne une nouvelle direction à la CAF, parce qu'on en a bien besoin. Tout à fait. Alors, cher Tigane, c'est vrai que, comme je l'ai dit, on ne s'attendait pas forcément à ce changement, mais on a aussi beaucoup parlé du rôle du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui aurait fait une campagne déguisée en faveur de Ahmad. On a vu que récemment, Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, d'ailleurs indexée directement du doigt par Issa Hayatou, qui n'a pas supporté de perdre donc, cette élection, est venu au Sénégal. Le président de la FIFA est passé quand même faire une tournée africaine. Il est passé notamment par le Ghana, le Niger, la Mauritanie. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une main basse qui a favorisé cette élection? Bon, quand nous ne sommes pas dans les écrits des dieux, mais quand même, comme tu l'as si bien dit, on a été surpris, et Hayatou lui aussi a été très surpris. Et bon, il accuse la dame Fatma Samoura qui a fait campagne contre lui. Bon, mais je pense que c'est une analyse de mauvais perdant, tout simplement. Mais quand même, c'est le vent du changement qui a soufflé. Ça a été le cas avec, je sais pas, Blatter qui est parti. Bon, lui, c'est pas une élection qu'il a remportée, mais plutôt un scandale. Infantino est arrivé. Et ça a laissé présager qu'à la CAF également, que peut-être il allait y avoir ce changement. Les répliques et on nous dit que ça va amener beaucoup plus de transparence dans la gestion du football. On en a besoin. Cette CAF, quand même, génère énormément d'argent. Et ce Malgache, maintenant, qui est à la tête de cette confédération, on espère qu'il va travailler, œuvrer pour la bonne marche du football africain et pour l'intégrité également du football africain. En plus, aujourd'hui, on nous annonce une nouvelle avec cet arbitre qui a été suspendu à vie. On espère que c'est ce vent du renouveau qui va souffler dans ce football africain et qui va l'aider à être de plus en plus intègre. La question que je me suis posée une fois que l'élection a eu lieu, c'est comment le Sénégal s'est positionné. Est-ce que le Sénégal est resté avec la vieille génération ou le Sénégal a pris le vent de la révolution? Alors, on a quand même des informations contradictoires. Il me semble que samedi, dans une interview accordée à l'Observateur, à notre confrère Babacar Ndaoufey, le vice-président a dit que bon, la Fédération sénégalaise de football avait voté pour Issa Hayatou, mais il semble que, d'après d'autres informations, c'est plutôt pour donc, le Malgache Ahmad que Augustin Senghor et donc son équipe ont voté donc, pour permettre justement ce changement. Alors, Olivier Perrin, c'est vrai que vous n'êtes pas dans les institutions du foot africain, mais comment vous avez un peu apprécié ce changement? Ouais, c'est un vent qui souffle un peu partout. C'est dans le monde des affaires, c'est dans le monde du sport. Je crois que les dirigeants savent parfois pas mettre un terme à leur carrière et passer la main brillamment, ce qui est quand même le mieux, je pense. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses opaques dans le fonctionnement, qu'on le veuille ou non, c'est clair. Et beaucoup de clientélisme, je pense aussi. Ce qui fait qu'effectivement, l'ancien président n'a pas vu arriver sa défaite, puisqu'autour de lui, il n'avait que des gens pour voilà, lui dire qu'il était le plus beau et le meilleur. Et voilà, c'est pareil dans le sport ou parfois dans les entreprises, les grandes entreprises ou dans la politique. On a les mêmes phénomènes où les gens qui sont au pouvoir sont surpris d'être battus, alors que ça fait des années qu'ils ne savent plus écouter la base, quoi. Ils ne savent plus écouter. Et ils n'écoutent que les gens qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. Et je crois que c'est une leçon humaine, tout simplement. Voilà. Donc, un peu voilà, l'actualité de ce foot africain avec ce changement. Bon, je pense que pour Aliou, ce sera une prochaine fois. On nous dit que pour le moment, donc, il y a des problèmes au niveau de la liaison téléphonique.
téléphonique, mais ce n'est que partie remise. On descend d'un cran. Après donc le continent, on va parler de notre cher pays, le Sénégal, avec donc 2 matchs amicaux qui se profilent à l'horizon. Ouais, les Lions du Sénégal en regroupement depuis ce lundi, 26 joueurs sélectionnés pour affronter le Nigeria puis la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur national a publié sa liste jeudi dernier. On retrouve la plupart des joueurs qui ont fait la dernière Coupe d'Afrique des Nations. À noter les retours de Salif Sané, Alfred Ndiaye et Babacar Khouma. Pour les nouveaux arrivants, les renforts sont enregistrés au poste de latéraux. Adama Mbeng de Djambar et Moussa Wagué de Cas Open. Et du côté de l'attaque, Opanguet, joueur du FC Metz de 22 ans, né en France, plus précisément à Mantes-la-Jolie. Donc voilà, les Lions qui affronteront donc d'abord le Nigeria et puis ensuite la Côte d'Ivoire, ce qui nous permet justement de nous intéresser à ce qu'on appelle nous aujourd'hui le dossier peut-être de Sport à la Une, la ligne d'attaque, qui a marqué dans son club et combien. Donc vous le verrez, pourquoi nous en parlons, peut-être pour mettre en avant la ligne d'équilibre sur ce front de l'attaque avec donc Sadio Mané. On va découvrir les images qui a marqué 12 buts pour 26 matchs joués et 25 en tant que titulaire, bien sûr, à Liverpool. On parle des performances en club. Moussa Sow, 12 buts, donc 27 matchs joués, dont 22 en tant que titulaire. Et donc, c'est juste d'ailleurs 12 buts au niveau du championnat. Baldé Diao Keita, 8 buts, 23 matchs joués, dont 15 en tant que titulaire. Vous allez découvrir dans quelques instants, voilà, Baldé Keita. Et puis, quelqu'un comme Famara Diédhiou, qui a d'ailleurs marqué un très joli but ce week-end, qui en est déjà à 8 buts sur 23 matchs joués, dont 15 en tant que titulaire, 21 plutôt, autant pour moi. Et puis l'un des retours, l'un des revenants dans cette équipe nationale, Babacar Khouma Gueye, 5 buts pour 13 matchs, dont 8 en tant que titulaire. Il joue beaucoup moins ces derniers temps. Ismaël Sarr, ça c'est l'un des protégés d'Olivier Perrin et donc originaire de Génération Foot, 2 buts pour 25 matchs joués, dont 16 en tant que titulaire. Et puis voilà, le nouvel arrivant, Opanguet, 1 but, 24 matchs joués, dont 17 en tant que titulaire. Alors, sur cette ligne d'attaque, le dernier appelé, c'est Mambiram Diouf. Évidemment, ce n'est pas le dernier appelé, bien sûr. 0 but, 20 matchs joués, dont 11 en tant que titulaire. Et donc, on remarquera qu'également, il y a 2 joueurs qui n'ont pas fait partie de cette liste, qui sont donc exit. Moussa Konaté, qui a quand même marqué 5 buts donc, durant cette saison, et quelqu'un comme Baye Omar Niasse, qui a marqué 4 buts donc, en 8 matchs joués, dont 3 en tant que titulaire à Hull City. Alors, avant de donner la parole à Olivier, peut-être la remarque, c'est quand même qu'il y a un attaquant dans cette équipe nationale qui ne marque pas et qui est régulièrement appelé. Il s'agit de l'attaquant titulaire. Voilà. C'est l'homme de confiance d'Aliou Cissé, qui ne marque pas, ni en sélection, ni en club, qui est titulaire en équipe nationale. Au moment où l'équipe nationale a besoin de gagner, on n'a rien contre Mambiram Diouf. Mais je crois que pour ces 2 matchs amicaux, Aliou aurait dû le laisser se reposer en Angleterre, faire le bilan, essayer de trouver des solutions pour d'abord retrouver le chemin défilé en Angleterre, puis en équipe nationale. Et pendant ce temps, Aliou aurait pu donner beaucoup plus de temps de jeu à des jeunes joueurs qui sont appelés nouvellement comme Goro Khouma, comme Opanguet, afin qu'ils puissent s'habituer à jouer avec l'équipe nationale du Sénégal, afin que nos attaquants puissent essayer de trouver des solutions sans Mambiram Diouf. Parce que c'est bien qu'on dise que Mambiram est un attaquant qui pèse sur les attaquants et tout, mais on a besoin d'attaquants qui marquent des buts. Quand on engage un cuisinier, c'est pour bien manger. Quand on a un attaquant, c'est pour mettre des buts et gagner. Alors, je pense que la période de disette commence quand même à être vraiment long. Mais il faut dire que il évolue à Stoke City. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de marquer un but en équipe nationale du Sénégal qu'à Stoke City. Déjà, Stoke, ce n'est pas une équipe spectaculaire qui attaque en championnat. Et il joue même pas avant-centre dans son club. Il est excentré et les railleurs disent même qu'il joue latéral. Bon, il ne joue pas latéral, mais quand même, il défend beaucoup dans son club. Et je pense que tous ces efforts-là
font qu'il perd de lucidité face au but, parce qu'on l'a vu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il a quand même eu beaucoup d'occasions, mais quand on ne joue plus dans sa surface de prédilection, forcément on perd des repères et je pense que ça lui a desservi. Très bien. Alors, Olivier, c'est vrai que avec le recul peut-être et la distance que vous impose votre métier, vous ne pouvez pas commenter les sélections, mais est-ce que vous avez déjà vu un attaquant qui ne marque pas et qui est régulièrement appelé en équipe nationale? C'est vrai que c'est plutôt le contraire. Généralement, les sélectionneurs prennent des joueurs qui sont en confiance. À une époque en France, il y avait Lacazette qui était venu avec Fekir. Après, en ce moment, c'est Griezmann et son collègue Gamero, merci. D'ailleurs, il y avait ce même débat à la radio française tout à l'heure, où il parlait de Benzema qui n'était pas convoqué, que c'était le meilleur, mais il parlait aussi de ces associations de joueurs qui étaient complémentaires et qui marquaient des buts et que souvent les entraîneurs profiter de l'état de forme, effectivement. Voilà, maintenant, moi je suis assez mal placé parce que je ne suis pas les championnats et Aliou, je pense, suit ses joueurs. S'il le convoque, c'est qu'il a certainement de bonnes raisons, quoi. Même si on peut effectivement comprendre que c'est un domaine dans lequel le Sénégal doit trouver une solution pour effectivement gagner des matchs où la domination n'est pas énorme et où il y a peu d'occasions et il faut quand même les gagner. Et aujourd'hui, peut-être qu'il manque effectivement un killer à ce niveau-là. Ouais. Olivier, on parle souvent d'état d'esprit. Parfois, même j'ai entendu Didier Deschamps dire qu'il préfère parfois prendre des joueurs qui sont dans le même état d'esprit, qui sont dans l'état d'esprit de son groupe, plutôt que des joueurs extraordinaires qui peut-être viennent et plombent le groupe. Mais jusqu'à un certain point, parce que quand même le foot, c'est les chiffres et les performances. Je dirais qu'à part le cas de Benzema, qui est un cas très spécial, parce que je pense que c'était quelqu'un qui l'adorait, et il y a eu une vraie rupture avec les commentaires de Benzema et l'attaque de sa maison quand même. On ne peut pas se mettre à la place d'un sélectionneur, mais je pense que humainement ça n'a pas dû être facile. Et surtout que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup aidé. Pour le reste, Didier Deschamps est plutôt quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un qui quand même est capable de changer son système, ses joueurs, en fonction du résultat à faire. C'est quelqu'un qui aime les résultats. Donc on peut tout dire de Deschamps, sauf qu'il n'est pas pragmatique. Parce que, je vous dis, il est capable de faire jouer 4 matchs d'affilée de Lacazette avec Fekir, mais de changer, de mettre Gamero et Griezmann si il s'avère que ces deux joueurs sont performants. Donc voilà, après, il a aussi la chance d'avoir des attaquants de très haut, très très performants. Parce que là, il y en a un paquet, quoi. Donc ça, c'est aussi peut-être une chance que n'a pas Aliou. Alors, il y a aussi une question qui revient souvent par rapport aux équipes nationales, c'est la question de l'âge. Souvent, on a l'impression qu'au Sénégal, quand tu n'as pas 25 ans ou 26 ans ou que tu n'es pas allé en Angleterre, tu ne peux pas intégrer l'équipe nationale. Aujourd'hui, on voit le cas de Mbappé avec Monaco, on voit le cas de Benjamin Mendy, des jeunes de 18 ans qui n'ont même pas encore la vingtaine et qui sont appelés en équipe A parce qu'en championnat, ils sont performants. Pourquoi en Afrique, on rechigne à appeler ces joueurs-là pour leur donner leur chance et puis dans le revers naturel de leur progression, les aider? En tout cas, pour ma part, ce n'est pas une question que je me pose tout le temps. Moi, je suis entraîneur, si le joueur il a 17 ans ou 16 ans et qu'il est bon, il joue. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, après, chacun peut voir ça différemment par rapport à la compétition où vous jouez, si vous êtes titulaire, pas titulaire, dans quel club vous jouez. Voilà, maintenant, moi je pense que le talent n'attend pas le nombre des années. Quand quelqu'un marque des buts, Thierry Henry marquait des buts à 17 ans, il a joué à 18 ans, très aigué, pareil. Excusez-moi, j'ai beaucoup de retours français, mais c'est vrai que... Oui, mais justement, cette question nous fait automatiquement penser à votre avant-centre, comment il s'appelle, Ibrahima Niane. Vous qui le connaissez, est-ce que vous êtes d'avis qu'il a le niveau international, le niveau de l'équipe A du Sénégal? En tout cas, j'espère bien que dans 6 mois, 8 mois, il l'aura, parce que très honnêtement, j'ai abordé le sujet avec lui il y a très peu de temps, ce week-end, dans l'avion, parce que notre rôle d'entraîneur, je l'ai abordé différemment, je l'ai abordé avec les lacunes qu'il a encore et le travail qui reste à faire. On a parlé de ce qu'il restait à faire pour aller jusqu'au haut niveau, dans des situations où il a encore des manques dans la finition. Et le travail qu'il faut faire pour y arriver, mais très honnêtement, oui, voilà, nous on travaille pour ça. Hein. Moi, je crois aux joueurs, je pense qu'il peut y arriver. Ça arrivera bientôt, je pense, pour lui, et on fera tout en tout cas pour que ça arrive le plus vite possible. Le plus vite possible. Alors, on va justement parler d'un autre joueur. Ibrahima Niane certainement est promis un bel avenir, déjà en équipe nationale junior et plus tard donc en équipe A. Mais pour certains, ils ont décidé de raccrocher les crampons.
C'est le cas de Pape Kouli Diop. Après Mohamed Diamé, c'est au tour de Pape Kouli donc de mettre fin à sa carrière internationale. Une décision prise quelques heures après la publication de la liste des joueurs retenus pour les 2 prochaines sorties de l'équipe nationale du Sénégal contre le Nigeria et la Côte d'Ivoire en amical. Il a annoncé à 31 ans, juste célébré le 19 mars dernier, vouloir donc mettre fin à sa carrière internationale. Après 7 ans resté dans la tanière, il n'a jamais réellement eu le temps et la possibilité de faire parler son savoir-faire aux yeux de certains. Malgré la succession des entraîneurs sur le banc de l'équipe nationale, nous allons suivre son parcours tracé par Modou Fall et Cheikh Sadibou Diarra. L'incompréhension, ce vocable peut résumer parfaitement la carrière internationale du milieu de terrain sénégalais Pape Kouli Diop. Plutôt bon quand il jouait, mais cantonné sur le banc de touche. Et cependant, presque 7 ans de bons et loyaux services à l'équipe nationale du Sénégal. Sa première sélection, Pape Kouli Diop l'a obtenue en 2010, précisément le 10 novembre à Paris face au Gabon en amical. Néanmoins, il manquera à la CAN 2012 en ne parvenant pas à se faire une place dans la liste des Lions de la Teranga. Régulier en club dans la Liga, le Mourois natif de Kaolack peine à l'être avec la sélection non qualifiée à la CAN en 2013. Les différents sélectionneurs ne lui donnent pas énormément de place. C'est finalement avec Alain Giresse que Kouli obtient ses galons de titulaire. Récupérateur athlétique et technique, il marque son premier but avec les Lions et participe activement à la qualification à la CAN 2015. Cependant, le conte de fait des spécialistes des balles arrêtées en sélection s'est terminé au premier tour de cette phase finale. Une période 2014-2015 durant laquelle Pape Kouli Diop a joué 8 matchs et fait 3 passes décisives en sélection, le summum de sa carrière internationale. Mais l'échec à la CAN 2015 qui a occasionné le changement de sélectionneur l'éloigne à nouveau de l'équipe nationale du Sénégal pendant 1 an. Ce n'est qu'en mai 2016 que le sociétaire de l'Espagnol de Barcelone fait son retour dans la tanière. Même s'il n'est que remplaçant, il va participer à la CAN 2017, sa deuxième phase finale. Il n'y joue qu'un seul match contre l'Algérie et marque son deuxième et dernier but en sélection. Une grosse frappe, l'autre spécialité du Sénégalais qui a plus de 300 matchs joués en Liga, l'un des plus grands championnats en Europe. Pape Kouli Diop a effectué ainsi son ultime sortie sous le maillot national sans le savoir. En effet, 2 mois après, le 16 mars 2017, il a annoncé sa retraite internationale le jour même où le sélectionneur sort sa liste où son nom ne figure pas. Kouli Diop évoque des raisons personnelles pour justifier l'arrêt de sa carrière en sélection à 31 ans, 15 matchs de but. Pour ce qui est de celle en club, elle continue avec plein de succès, on l'espère, pour lui. Clap de fin pour Pape Kouli en équipe nationale. À présent, on parle de cette décision que d'ailleurs vous avez plus ou moins annoncée. La suspension à vie de Joseph Lanté, l'arbitre du match Afrique du Sud-Sénégal. Donc interdiction de toute activité liée au football par la FIFA au niveau national et international. Il est déclaré coupable de manipulation de match par la commission de discipline de la FIFA. Et peut-être que les choses pourraient même aller beaucoup plus loin. Si on cherche... S'il y a corrompu, c'est forcément qu'il y a corrupteur, oui, parfois. Mais on l'espère. Et si les motifs de cette suspension, c'est ce match Afrique du Sud du Sénégal, donc ça veut dire qu'il y a corruption. Et la corruption, elle profite à qui? Forcément à l'Afrique du Sud. Et dans ce match, c'est l'Afrique du Sud qui est sortie avec les 3 points indûment, de façon scandaleuse. Donc, quand même... cette histoire ne peut pas s'arrêter là. On doit enquêter. Certains se demandent est-ce qu'on pourra pouvoir rejouer le match. Je pense que ça, c'est une option à écarter. À écarter. À écarter et puis donner des sanctions peut-être financières. Ou bien même exclure l'Afrique du Sud de ses éliminatoires et enlever complètement les points marqués contre cette équipe. Donc le Burkina se retrouverait avec 1 point de moins et le Sénégal... En tout cas, la FIFA dans son communiqué se donne encore une marge pour poursuivre l'enquête. Il y a déjà cette première sanction de l'arbitre Joseph Lanté, mais... il va poursuivre l'enquête pour voir s'il y a des choses encore à éclairer et s'il y a des sanctions à prendre contre peut-être le pays qui a reçu ce match. En tout cas, on l'espère bien, et que ça serve de leçon aux arbitres africains, parce que des fois, quand même, on voit de ces matchs, tout à l'heure, Olivier parlait de ce match Nassawara Génération Foot, j'y étais et ce que j'ai vu, c'était scandaleux. Et
ce match Cameroun-Sénégal à Yaoundé. Tout le monde sait que ce jour-là, ce qu'on a vu, c'était honteux. Et d'ailleurs, on dit que c'est l'un des points faibles sous les magistères, le magistère de Issa Hayatou, le problème de l'arbitrage africain. De là à chercher une relation de cause à effet, je pense que... En tout cas, la décision est vite arrivée. C'est une coïncidence ou hasard. Alors, on va parler des juniors très rapidement, cher Tidiane, puisque les Lionceaux sont encore en voie de jouer un autre tournoi. Et à peine arrivés, déjà repartis. Eux, ce sont les Lionceaux finalistes de la dernière CAN junior et qui vont jouer un tournoi en France du 21 au 29 mars, plus précisément en Bretagne, à l'exception d'Ibrahima Ndiaye, Aliou Badji, Wali Diouf et Dominique Minkilan. Koto a retenu 17 Lionceaux qui avaient participé à cette compétition remportée par la Zambie, le pays organisateur. Un groupe qui devrait être renforcé sur place par Ibrahima Baldé, joueur de 18 ans évoluant à la Sampdoria de Gênes et petit frère de Diao Baldé Keita, et Hassan Djoussé, joueur d'Empoli en Syrie. Rappelons que cette équipe du Sénégal participera au prochain mondial en Corée du Sud et sera logée dans la poule D en compagnie de poule F, poule F en compagnie de l'Arabie Saoudite, des États-Unis et de l'Équateur. Alors, Ibrahima Niane sera-t-il de ce tournoi? Je ne sais pas, je n'ai pas reçu de convocation pour Ibrahima Niane. Donc pour moi, il n'est pas convoqué à ce tournoi. Puisqu'il y a des règlements dans le football, on doit convoquer les joueurs 10 jours à l'avance. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu un joueur qui était prévu, qui est parti faire un passeport, sans qu'on nous prévienne, nous, le club. Ensuite, on n'a pas reçu de convocation. Donc moi qui est manager aujourd'hui, ce soir, le joueur pourtant devrait jouer ce week-end contre la Linger. C'est comme ça. D'ailleurs, il y a des joueurs qui ne sont pas là dans ce tournoi, n'est-ce pas? Il faut croire que le football de Ligue 1 sénégalaise n'a pas le même niveau que la Ligue 1 suédoise ou turque. Donc je dirais à un moment donné, il faut aussi respecter tout le monde. Je pense qu'il y a un moment donné, le respect, il va entre les fédérations, les clubs et le football professionnel, la ligue professionnelle. Olivier, est-ce que c'est parce que la fédération n'y a pas mis les formes ou bien c'est vous qui ne voulez pas libérer votre joueur en cette période où Génération Foot commence à nourrir de réelles ambitions pour ce championnat? Disons qu'il y a Ismail Assar, il y a un an, qui est parti la moitié de la saison, en Ligue 2. La moitié de la saison, parce qu'il a eu 3 équipes nationales différentes. Il y a Ibrahima Niane qui est parti, qui sur les 15 matchs officiels en a joué 8 depuis le début de saison, qui a fait des tournois amicaux, qui les a répétés. C'est nous qui le mettons au repos en permanence, mais c'est nous qui le payons tous les mois quand même, je rappelle. Et il y a, malgré un gros effort de communication de notre part, je pense, un vrai manque de communication et de respect dans les convocations, et puis je dirais dans la programmation aussi des compétitions. On a l'impression qu'entre la Ligue et la Fédération, il n'y a aucun lien. Pourtant, il y a une commission à la fédération, une commission mixte qui doit jumeler les sélections et les dates des compétitions officielles de la Ligue 1. Je pense que, je ne parle pas pour Génération Foot, n'importe quel club, un club qui serait même mal classé en Ligue 1, qui a 2 joueurs en sélection, il a besoin de ces 2 joueurs pour se maintenir. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi respecter ça. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, par rapport aux efforts physiques, moi j'ai fait beaucoup de tournois en tant qu'entraîneur, ça fait quand même 35 ans que je fais du football. Je suis très surpris qu'on enchaîne 2 tournois de ce niveau-là avec une semaine de repos, où les gamins repartent dans leur club. Physiologiquement parlant, je voudrais bien entendre les médecins sur ce sujet-là. Donc l'objectif, c'est aussi d'arriver avec des gamins qui, en CAN U20, soient présents. Il n'est pas question de dire là que la sélection ne sert à rien. La sélection est un vrai plus pour le joueur. Ibrahima Niane profite de ça pour s'améliorer, incontestablement. Mais après, on ne peut pas demander à un gamin d'être sur 12 mois, 6 mois parti. C'est énorme. Et là, depuis le mois les qualifications, les tournois avant, c'est-à-dire on est à plus de 6 mois. Moi, je ne l'ai pas eu une semaine sur 2 depuis dans les 6 derniers mois. Donc, et c'est moi qui l'ai mis en repos, complet.
Même parfois, il n'a pas joué les compétitions parce qu'il y a un moment donné, comme je l'ai fait avec Ismaël Assar, il y a un moment donné, Ismaël Assar, je me souviens, il était épuisé. Mais quand je dis épuisé, c'était vraiment épuisé. Et d'ailleurs, il est parti à Metz avant la fin de la saison parce qu'on était sûr de monter. On l'a envoyé très reposé. On l'a envoyé parce qu'un gamin qui commence une compétition de Ligue 1 vaut mieux qu'il soit à peu près frais, quoi. Donc je dirais qu'il faut vraiment. Ce tournoi était très intéressant, mais je pense qu'aussi il aurait été intéressant d'ouvrir un peu l'équipe, c'était le moment. Mais maintenant, moi je le vois de mon côté. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Mais est-ce que c'est la première fois que cela arrive, que l'on convoque votre joueur sans que vous ne soyez averti? On est toujours averti par la presse. C'est la première fois. Et souvent, le joueur, il faut appeler les joueurs, mais tu vas faire quoi? Vous allez finir quand? C'est souvent comme ça. Donc il faut le dire, c'est comme ça. Moi je l'ai écrit. Comme je n'ai pas eu de réponse, je peux peut-être en parler ce soir. Si on nous répondait, parce qu'évidemment on est une fédération, une ligue, on envoie des courriers, on en parle, on essaye de contacter les coachs, de se déplacer. Si à un moment en faisant tout ça on n'a aucune réponse, on peut en parler peut-être à la télévision. Et là, ce n'est pas une date FIFA. Donc non, ce n'est pas une date FIFA. Mais la preuve c'est que les Suédois ils n'ont pas libéré Aliou Badji. Je sais pas, mais donc il fait un championnat professionnel, lui il sera pas en sélection. Moi je dis pas que ce tournoi-là est. Je pense que le Sénégal a été invité tardivement, je pense, parce qu'il y a d'ailleurs une équipe qui était. Moi j'avais vu le programme français, je les avais pas vus dessus. Donc voilà, c'est intéressant. Je dis pas que ce n'est pas un tournoi intéressant. Cela dit, une semaine, 10 jours après un tournoi comme ils l'ont joué, avec l'énergie qu'ils ont dépensée, rajouter 3 matchs en une semaine. C'est costaud, hein. C'est costaud, mais enfin bon voilà, on verra bien, peut-être il sera en France, on verra. Très bien. Bon, en tout cas pour Ibrahima, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Vous savez, le téléphone peut marcher des fois. Il ne part pas, c'est ça. Voilà. C'est demain soir le départ, je crois. D'accord, très bien. Je crois savoir en tout cas. Alors, en tout cas, Ibrahima Niane ou pas Ibrahima Niane, Génération Foot se porte plutôt bien depuis le début de la saison. 8 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Les chiffres sont bons? Oui, c'est vraiment très satisfaisant pour une première saison. Voilà, 24 buts marqués, 13 encaissés. Et puis, vous êtes la première équipe, on va découvrir les images, à infliger une défaite cette saison au Casa chez lui. But inscrit justement par Ibrahima Niane à la 35e minute. On peut dire que vous leur rendez quand même la monnaie de leur pièce, puisque cette même équipe du Casa, vous avez infligé votre première défaite de la saison à l'occasion de la première journée de championnat de Ligue 1. Mais ce n'était pas un match facile quand même. Non, pas du tout. C'était un match très très compliqué. Je pense qu'on a vraiment bien entamé le match pendant 20 minutes, on a bien maîtrisé, on était vraiment dans ce qu'on voulait faire. Les débats se sont équilibrés et paradoxalement on a marqué au moment où on était un peu plus en difficulté. Vraiment un beau but entre Sabali et Niane qui a fait vraiment un super appel et vraiment un très très beau but. Et puis après, jusqu'à la mi-temps, c'était assez équilibré. Par contre, la deuxième mi-temps, on a vraiment souffert. On a été mis sur le reculoir, on n'a pas réussi à tenir le ballon. C'est une des rares fois où on était sur le reculoir, ça nous arrivait 10 minutes, parfois dans les matchs, un quart d'heure, mais là, ça a duré 45 minutes. Et je dirais que les 5 dernières minutes étaient ouf, c'était vraiment... On était dans notre surface et les balles ont été contrées, recontrées, et ça a été très très compliqué, mais... On a appris d'autres vertus sur ce match-là. C'est là que j'ai vu que mon équipe avait mûri, je pense, parce que je pense qu'il y a 3-4 mois... sur le but, on voit quand même la puissance de Ibrahima Niane. Hein. Et la passe de Sabali aussi. Sabali, c'est apparemment l'une des autres pépites de l'équipe. Je pense bien, et ça, Olivier peut nous en parler. Justement, cette équipe de Génération Foot, quand même, on a l'impression que son pouvoir offensif s'est vraiment étoffé avec Sabali et l'autre, comment il s'appelle, le remplaçant d'Ibrahima Niane. Celui qui a fait le triplé. Amadou Diagne, en 2000. Oui. On a l'impression que... Non, c'est pas une impression, nous on le sait, mais on a des joueurs depuis... Si vous voulez, moi, c'est des garçons qui s'entraînent avec les professionnels depuis plus d'1 an. Dans mon groupe d'entraînement, j'ai beaucoup de jeunes, j'ai pris 8 2000. L'objectif, on a un centre de formation, il faut que les joueurs partent, donc il faut les préparer, les renouveler. Donc il faut les mettre très très tôt dans les conditions de matchs de haut niveau à l'entraînement. Et ce qui fait que quand ils ont besoin de faire 4-5 matchs pour une pige, ils arrivent à la faire.
quand le titulaire revient, il rejoue. Et puis au fur et à mesure, il y en a qui prennent la place, comme Sabali, quoi. Donc il a commencé l'an dernier. Hein. JB l'avait intégré lors d'un match où j'étais pas là d'ailleurs, j'étais parti pas longtemps en France. On me donne le nom du buteur, je dis mais d'où il sort? Tu l'as fait jouer? Ok, je l'ai fait jouer. Voilà. Et l'année dernière, il avait déjà fait une superbe fin de saison en Ligue 2. Et en plus, donc, il faut dire que ces jeunes apportent une réelle plus-value. C'est pas des remplaçants. Non. On a pratiquement, effectivement, au niveau de l'attaque, une double attaque en ce moment. Quand on poste les jeunes, on a pratiquement le double de postes. Voilà. Maintenant, on peut pas enlever Ibrahima Niane toutes les semaines parce que Ibrahima l'an dernier n'était pas capable de faire ce qu'il fait cette année. Les jeunes de 2000 ou 99 peuvent vous faire des choses sur 2-3 matchs, mais c'est très compliqué de le faire sur tous les matchs. Par contre, c'est très intéressant parce que dans les 3-4 dernières semaines, on avait vraiment beaucoup d'absents avec aussi notre Gambien qui était absent. Et ils ont réussi vraiment à... Ils m'ont même un peu bluffé, quoi. Franchement, très honnêtement. Alors justement, au bout de 14 journées, vous êtes leader. L'objectif, c'est le maintien. Mais comme on dit, bon, on a vu quand même des équipes promues, à l'image de l'US Gorée, l'AS Douanes, remporter ce titre. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est une ambition que vous nourrissez? Donc, si vous voulez, d'abord, il nous faut 31 points, je l'avais dit. On est à 28. Donc, ce week-end, il faut battre nos amis de la Ligue. 3 points du maintien. Voilà. À la guerre, il fait un match nul. Puis les vases seront bien gardés. D'accord. Vous êtes de la Ligue. Vous êtes de Saint-Louis. Écoutez. Saint-Louis ne va pas penser, voilà, ils vont venir faire un résultat et c'est bien légitime. Après, ce qui est très intéressant avec des jeunes joueurs, c'est d'être capable de jouer sans pression par rapport au résultat. Après, l'aventure, elle appartient aux joueurs. À un moment donné, l'aventure, elle appartient aux joueurs. Je pense que nous, entraîneurs, éducateurs, il faut qu'on reste sur nos principes. Vous avez parlé de notre attaque. Si vous avez, par rapport au projet de jeu et ce qu'on a demandé aux joueurs, est-ce qu'on veut faire, moi je suis très content qu'on soit meilleure attaque et qu'on marque des buts pratiquement tous les week-ends. Parce qu'il n'y a que 2 week-ends on n'a pas marqué, 2 fois à Hambourg, comme par hasard. Hambourg, Petite Côte et au stade d'Hambourg, un terrain depuis que je suis au Sénégal, je n'ai pas gagné à Hambourg, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est vraiment un terrain, quand j'arrive, je dis oh là là, et à chaque fois on ne marque pas. Bon, pour le reste, on a marqué à tous les matchs. Donc, moi, ça me satisfait beaucoup parce qu'on essaye de beaucoup insister là-dessus et ça va avec notre philosophie de jeu, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est, alors, on prend des buts, on prend un peu plus de buts que la moyenne des bons clubs, mais on marque beaucoup de buts aussi. Justement, Olivier, vous recevez Linguère normalement la prochaine journée. Et tout le monde dit que Denis, quand même, c'est une forteresse. Non, Casa a gagné. Oui, Casa a gagné là-bas, mais c'était la première journée. Giraffe a fait nul la deuxième journée. Mais depuis, on dit que vous étiez en mode rodage, on va dire. Cette équipe est très redoutable à domicile. C'est quoi le secret? C'est le gazon naturel ou bien vous avez vos repères sur votre pelouse? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire c'est quoi mes secrets, je ne sais pas. Non, mais c'est toujours plus facile de jouer dans un contexte qu'on maîtrise. Hein. Tout sportif a besoin d'un contexte. Vous avez parlé tout à l'heure du basket avec le Mali qui s'était sublimé avec ses supporters. Je dirais que le contexte, incontestablement, est un atout favorisant. Le village de Denis s'est beaucoup mobilisé, Denis Biramendao s'est beaucoup mobilisé autour du projet. On est souvent quand même plutôt bien suivi à domicile. C'est vrai que les joueurs s'y sentent bien dans des conditions d'entraînement qu'ils maîtrisent. Voilà, après, c'est comme toutes les spirales. Hein. L'année dernière, le Casa Sport ne gagnait pas un match à la maison, n'est-ce pas? Cette année, il gagnait tout. Comment l'expliquer? Je pense qu'à un moment donné, quand on rentre sur un terrain, on peut être convaincu d'une chose parce qu'on a l'habitude de gagner. Tout simplement. Et ça fait le petit truc en plus parfois. Vous marquez beaucoup de buts à domicile. Bah écoutez, Inch'Allah, j'espère que samedi, ça sera pareil. Alors, on reste dans le haut du tableau avec Cher, bon, peut-être un des prétendants au titre, et en tout cas qui est très très proche au niveau chiffres, c'est Diambar. Il fallait bien que ça s'arrête un jour, malheureusement, pour les académiciens de Diambar. C'est arrivé ce samedi au stade Demba Diop face au Giraffe. Les académiciens de Saly se sont inclinés sur le score de 2-1 face au vert et blanc du Giraffe. Compte rendu de ce match signé par Farani. Le Giraffe de Dakar a encore dominé le Diambar de Saly après la victoire lors de la phase aller 3-1. Les verts et blancs ont de nouveau stoppé les académiciens ce week-end. Les hommes de Malik Daf ont dominé la première période, récompensé par un but d'Ousmane Gassama sur une belle action collective.
En seconde période, Djambar change de visage pour revenir au score, mais c'est le Jaraaf qui se crée les meilleures occasions. À la 75e minute, Souleymane Diallo, arrière droit de Djambar, marque contre son camp suite à un corner 2-0. À la 90e minute, Dame Gueye réduit le score sur penalty obtenu par Ousseynou Niang, deuxième défaite de la saison de Djambar de Saly, classé 4e de la Ligue 1. Une des équipes, Olivier, qui pourrait vous challenger très sérieusement d'ici. Je pense même qu'ils sont beaucoup plus favoris que nous. C'est une équipe qui est... Non, c'est très honnête. Ouais. On joue contre eux donc, après le match de Linger. Ouais. Mais je dirais que les 6 équipes qui sont classées entre 1 et 6 aujourd'hui devraient se disputer le titre. Même il y a toujours une équipe du bas de tableau qui va certainement, en dessous de cette ligne-là, qui va certainement faire une très bonne deuxième phase comme souvent. Une ou deux, mais qui aura du mal à rattraper les 6 premières. Je pense qu'aujourd'hui, le champion se jouera dans les 6 premières et je vois beaucoup jouer les équipes, et notamment le Jaraaf, et je trouve que c'est une équipe très mature, qui est capable d'être dominée ou de ne pas toujours dominer, mais qui reste très dangereuse, qui concède très peu d'occasions et qui change de rythme et qui est difficile à jouer, vraiment difficile, tout comme NGB, qui est vraiment une belle équipe. Mais bon, il y a des... Casa ce week-end a été vraiment très très bon, vraiment ils ont fait une très très belle deuxième mi-temps. Et donc il y a beaucoup de bonnes équipes, ça joue, vous voyez les résultats, il y a un but d'écart. Voilà, c'est les dynamiques aussi qui font que si vous êtes sur une bonne dynamique, parfois vous gagnez ces matchs-là, parfois vous les perdez, mais il y aura peu d'écart. Vous avez dit, coach, que l'objectif que vous êtes assigné, c'est d'avoir 31 points pour assurer votre maintien. Cet objectif atteint, est-ce que l'objectif, le nouveau, sera de finir champion? Après ça, je vais prendre 15 jours de vacances, je donne l'équitable à Boulaye Sarr, je rentre à la maison. Non, après l'objectif, moi vraiment, on est dans la formation aussi, donc on a parlé de Chertidiane Sabali, c'est qu'il s'améliore sur son pied gauche, sur ses jeux de volée. Moi, mon objectif de l'entraîneur, il est là. Si tous les jours je fais attention à mon objectif par rapport au collectif, bien sûr par rapport au jeu, mais aussi par rapport à l'amélioration des joueurs. On parlait d'Ibrahim Magnan, la vérité c'est le terrain. L'an dernier, il avait 6 buts, 7 buts, il avait du mal à marquer, mais on travaillait beaucoup et d'un seul coup c'est parti. Comme Chertidiane Sabali, c'est en train de partir, mais c'est des heures et des heures de travail et je crois qu'il faut savoir travailler, être patient, faire des matchs amicaux, avoir des joueurs qui arrivent, être confiant dans ce qu'on fait. Des terrains disponibles aussi. Oui, mais nous on a la chance de vous avez la chance, oui. Voilà, de pouvoir jouer régulièrement avec même les équipes réserves, puisqu'on essaie de faire beaucoup jouer les joueurs et on doit être prêt, et on essaye d'être le plus près possible parce que l'objectif c'est de faire partir des joueurs aussi et qu'on sait que l'an prochain il va y avoir 4-5 joueurs qui vont encore nous quitter et à partir de là il faut tout de suite pouvoir en Ligue 1 être performant et donc vous avez intérêt d'être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, la Ligue 1 est très compliquée, il y a beaucoup moins d'écart qu'avec la Ligue 2, avec les équipes du bas et si vous n'êtes pas prêt, je pense que vous pouvez vite être dans une mauvaise situation. Relégué. Maintenant je l'ai bien vu. La relégation, c'est ce qui évite en général les équipes de bas de tableau. Du côté de l'US Ouakam, ça ne s'annonce pas très bien. Du côté de l'US Ouakam, avec cette nouvelle défaite ce week-end à Mbour, battu par Mbour, Petite Côte 1-0. Un but marqué par Benoît Toupane sur penalty. Il s'agit donc de la deuxième victoire de suite des Pélicans pour Badara Sarr, l'entraîneur de l'équipe de Mbour Petite Côte. Il va falloir continuer pour rester dans ce tempo afin de s'éloigner le plus possible de la zone rouge. Il est avec Babacar Ndam. L'équipe de Ouakam a répondu. Nous aussi, on a profité des rares situations pour marquer ce but. C'est une bonne chose d'entamer la phase retour avec des ambitions. Maintenant, il va falloir continuer le travail puis ne pas lâcher. Je pense que c'est un championnat qui est assez ouvert et qui va se jouer jusqu'à la fin. Je pense que notre problème fondamentalement, c'était au niveau de la défense. On s'est renforcé. Maintenant, le travail continue. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vu que la défense était bien en place. Maintenant, c'est à partir de là maintenant qu'on doit pouvoir maintenant penser à jouer collectivement, à nous projeter devant, à nous créer des occasions. Et puis pourquoi pas essayer de concrétiser ces occasions-là. Parce que c'est bien, c'est de bon augure pour la suite de la saison.
Voilà, l'une de vos bêtes noires. Donc. Non, c'est terrain. C'est le terrain? On avait fait 0-0 là-bas, on avait fait un bon match, mais malheureusement, on n'avait pas marqué. Très bien. Alors, les résultats de cette 14e journée? Avec le match nul entre l'AS Douane et l'équipe de Niaritali, 1 but partout. Génération Foot est allé arracher les 3 points de la victoire à Ziguinchor face à l'équipe du Casa 1-0. Djambar a perdu à Dakar face à l'équipe du Djaraf 2-1. Dimanche, la Linguère a enregistré une défaite à domicile face à Teungueth FC 4-2. C'est la première victoire de Teungueth FC durant l'année 2017. Guédiawaye Football Club Ndiambour 0 partout. Mbour Petite Côte 1, Wakam 0, Gorée Stade de Mbour 0 but partout. Au classement donc, nous avons Génération Foot qui est leader avec 28 points plus 11, deuxième Djaraf 25 points plus 7, troisième Niaritali 23 points plus 10. En bas de classement, l'équipe championne du Sénégal Gorée est 13e avec 11 points, Luso est 11e et 14e plutôt avec 11 points moins 6. Voilà, on enchaîne avec les résultats de la Ligue 2 avec Chertigan Diao. Oui, Sonacos Africa Promo Foot 1-0, le leader battu et qui perd du coup sa place de leader. Barguet Duc 1-0, donc victoire de Barguet. Olympique d'Angor Darguet, match nul en but partout. AS Pikine Renaissance en but partout. Yego Diamono de Fatick 1-0 pour les Fatikois. Et puis aujourd'hui, Cailleur Foot Dakar Sacré-Cœur a été reporté au classement. La Sonacos devient leader avec 25 points, goal différence plus 8. AS Pikine deuxième, 24 points plus 4. Et puis Africa Promo Foot qui descend à la troisième place, 23 points, goal différence plus 3. En bas de tableau, Etix 13e, 12 points moins 9. 14e, Cailleur Foot 11 points moins 5. Voilà, donc peut-être avant de vous laisser partir, Olivier, moi j'ai une question. Vous avez vu qu'il y a eu toute une polémique autour comment dire, des ronds entre guillemets, donc des pratiques mystiques qu'il y a eu récemment lors de la CAN Junior, bon, avec les Sénégalais qui ont été indexés malgré leur beau parcours. Et en discutant avec des techniciens, ils me disaient quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le joueur, à un moment donné, sente que sur le plan tactique, il progresse. Et qu'en fait, il y a un travail qui est en train de se faire et à ce moment-là, il n'aura plus besoin de croire en certaines pratiques mystiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Par exemple, vous, au niveau de Génération Déjà, personnellement, moi, je n'ai pas la même culture, donc je suis très cartésien, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me dépasse un peu au départ. Donc ça, c'est comme ça. Maintenant, je suis dans un pays où on doit respecter les choses. Mais aussi, dans le sport en général, on a tous nos gris-gris, nos habitudes. Moi, je connais plein de choses, mais moi, j'ai mes petits trucs. On a besoin, comme je vous le dis, de sentir parfois une certaine sécurité quelque part. Alors moi, je le vois comme ça, de mon œil d'Européen. Maintenant, à Génération Foot, on a discuté de ça avec le directeur technique, on a travaillé autour de ça. Moi, je m'attache à ce que les joueurs, la vérité, elle se fait sur le terrain, sur leur prestation. Et leur prestation, elle se fait grâce à un contenu d'entraînement et un contenu de travail. Et les réponses, elles doivent s'obtenir aussi avec la confiance qu'on a sur la compréhension de ce qu'on peut faire. Et sur les progrès qu'on peut faire et les analyser. Après, si certains joueurs ont besoin individuellement ou collectivement de certaines choses, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que chacun peut vivre le sport comme il a envie de le vivre. Il faut le respecter, je crois. Mais il est essentiel que le joueur comprenne que la résultante d'un match, c'est un contenu, un travail, une réflexion et une analyse. Voilà, moi c'est mon idée et ça le rend beaucoup plus fort parce qu'on peut expliquer les défaites, on peut les expliquer avec de la vidéo très simplement parfois. Puis parfois, comme dans tout événement sportif, on peut aussi expliquer ça par de la malchance parce que incontestablement dans un sport aussi complexe que le football, les événements extérieurs existent. Ils vous sont parfois favorables, ils vous sont parfois défavorables. Et on peut tout y voir dedans. Quand on est dans une mauvaise situation, on voit souvent du mal. Quand on est dans une bonne situation, on ne se pose pas la question souvent. Voilà. Donc voilà moi un peu comment je vois le sujet. Voilà. En tout cas, il faut respecter les choses, mais il faut aussi que les joueurs soient conscients du
travail et de l'analyse. Très bien, c'est d'abord le travail en gros. Alors, on va parler de futsal. Ouais, pour mieux vulgariser le futsal, est né un comité qui compte lancer un championnat avec 10 clubs dans 4 régions. Alioune Badarawad, à l'origine de ce projet, va solliciter la Fédération sénégalaise de football pour vulgariser donc le futsal. Nous l'écoutons, il était interrogé par Mamadou Ndiaye et Modou Diop. Le futsal, c'est une discipline à part entière comme le football, dont on l'a vulgarisé depuis 2008, de nos jours. On essaie de pousser au niveau de la fédération avec des clubs qui étaient dans l'informel. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment prendre ces clubs-là. Ils adhèrent à l'ICAFSEN et l'ICAFSEN transmet à la fédération et on va essayer de faire un championnat de 10 équipes dont nous allons le jouer ici à Dakar, Thiès, Tamba, Kaolack. Donc, ces régions-là, ce sont les régions qui ont joué depuis le début, qui nous permettraient au moins d'avoir un championnat national de futsal. Ce sera une première. Après, progressivement et successivement, ça va attirer. Parce que le futsal, c'est comme le petit camp. Et ce qui diffère le futsal au football, on le joue dans un terrain d'handball avec 4 arbitres. Les 4 arbitres, il y a un chronomètre, il y a un compteur de faute et 2 arbitres opposés. Pour le démarrage, à partir de du réunion de la Ligue amateur, dont nous allons évoquer, nous allons parler que il faut impérativement le championnat. Donc on va le faire avec 10 clubs au début, pour qu'au moins ça ne va pas déborder. Pour que l'année prochaine, on verra. Voilà, bonne chance à Alioune Badarawad, initiateur du projet futsal. Messieurs, merci beaucoup Olivier, merci Pathé, et puis on croise les doigts, le Sénégal pour une qualification du Sénégal. Non, ça va aller. Ça va aller, mais de toute façon, il faut que le public se mobilise déjà pour remplir le stade Marius Ndiaye, et puis on verra comment Génération Foot va se sortir de tout ça d'ici la fin de la saison. Alors, on vous raccompagne avec du foot européen, avec Chelsea plus que jamais leader de la Première Ligue, Arsenal qui s'enfonce dans la crise et pourtant Wenger ne veut pas partir. En Espagne, les ténors ont assuré. En Allemagne, le Bayern de Munich y est presque. Le point avec Mambiram Diouf. L'actu du foot européen marqué ce week-end en Angleterre par la victoire de Chelsea qui se rapproche de plus en plus du titre. Les Blues sont allés battre Stoke City 2-1. William et Cahill sont les buteurs de la bande à Antonio Conte. Tottenham, deuxième, a battu Southampton 2-1. Le match fou du week-end a opposé Manchester City à Liverpool avec un nombre incalculable de ratés. Les deux équipes se quittent sur un match nul, un but partout. Arsenal, de son côté, continue à s'enfoncer. Les Gunners ont perdu à West Brom 3-1. En Espagne, le Real Madrid continue de s'accrocher à sa place de leader. Les merengues se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Bilbao. Le Barça, de son côté, a battu Valence 4-2 avec un doublé de Messi. L'Atlético de Madrid s'impose 3-1 devant les FC Séville. En Italie, la Juve caracole en tête du championnat. Les Bianconeri ont battu Sampdoria 1-0. Naples s'impose 3-2 à Empoli et la Roma bat Sassuolo 3-1. En France, Monaco ne faiblit pas. Les Monégasques vainqueurs 3-0 sur la pelouse de Caen conservent la tête devant Paris. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-1 face à Lyon avec des buts signés Rabiot et Draxler. En Allemagne, le Bayern file tout droit vers le titre de champion. Les Bavarois ont battu Mönchengladbach 1-0, but signé Müller. Leipzig chute lourdement à Werder de Brême 3-0. Voilà, nous a rejoint à présent Mamadou Ndiaye pour les Boss du Web. Bonsoir Mamadou. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, on démarre avec cette actualité du foot africain. Ahmad, on le sait, élu la semaine dernière. Effectivement, Manfatou, un retour triomphal. Le nouveau président de la Confédération africaine de football, Ahmad, accueilli comme un héros par le peuple malgache. Regardez. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est la star actuellement au Madagascar. Tout à fait. Ils ont une bonne équipe de football. On en sait quelque chose. Parce que le Sénégal a failli boire la tasse à Madagascar durant les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Et l'équipe... Oui, c'est vrai. On avait fait 2-0, 2-2. Alors, Ligue africaine des champions, drôle d'arrivée pour des joueurs de Caps United. Ce sont des joueurs zimbabwéens qui ont atterri tout simplement en hélicoptère sur leur propre pelouse. Très créatif. Pour la deuxième fois consécutive, l'aventure du tout-puissant Mazembe en Ligue des champions s'arrête avant la phase de poule. Tenu en échec 1 but partout à domicile à l'aller, les Corbeaux de Lumumbashi n'ont pas réussi à marquer le but impératif à leur survie. À Harare, les joueurs de Cap United sont arrivés au stade en hélicoptère avant la rencontre contre le tout-puissant Mazembe. Qu'ils ont Comme vous le voyez éliminé. sur ces images. Ouais, bon, mais quand même, des gradins vides là. Vite. Il n'y a pas de spectacle. Alors, on va parler d'un insolite avec un joueur qui est tellement généreux qu'à la fin de match, il remercie et sa femme et sa petite amie. Élu joueur de la rencontre grâce à son doublé face à l'Ajax Captain, le Ghanéen Mohamed Anas a eu droit à une interview post-match durant laquelle il commit l'irréparable. Regardez. Something is a good achievement, but looking at the balance of play, I'm sure you could have won that game tonight. Thank you very much, and I thank Almighty God who's above. I always wish to win one of these, and I got it. So thank you very much for this, for giving me this. And I appreciate my friends also, my wife and my girlfriend. Yeah, I mean my wife. Yeah, sorry to say, I'm so sorry, my wife. Listen. Un mauvais menteur, lui. Ah oui, il risque de passer la nuit chez sa maîtresse que chez sa femme. Ou bien à l'hôtel, simplement. J'imagine que personne ne vit cette situation dans cette maison, autour de ce plateau. Non. On est tranquille, quoi. Tranquille. On gère bien les dossiers. Je n'ai pas beaucoup de réponses. Regarde. Diao regarde à gauche, Malala à droite. Bon, Diao, c'est pas grave, tu es célibataire. Tu as le droit. Il faut gérer. Il faut être de bons gestionnaires. Ah oui. Voilà. Un bon diplomate. En tout cas, il ne faut pas cafrer. Il ne faut pas trop parler. Lapsus révélateur. Tout à fait. Alors, on termine avec des vidéos bonus, notamment du côté du basket. Un arbitre qui fait le show en claquant d'énormes dunks. Oui. Non, les arbitres ne sont pas que l'incarnation d'une forte autorité qu'on adore détester. Aux États-Unis, un arbitre a fait le tour du web ce week-end. Pourquoi? Regardez l'élément. On n'a pas vu meilleur dunk cette année au concours du All-Star Game. Il a dû s'inscrire. Et puis une autre vidéo bonus, c'est le fantastique arrêt de Schmeichel Casper. Oui, c'était ce week-end. Leinster s'est offert un succès précieux face à West Ham, 3-2, grâce notamment à Casper Schmeichel. Regardez. Voilà, il n'est pas le fils de son père pour rien. Bien dit. Et on termine avec cette image découverte 1 an après son arrivée en Italie sur une pirogue, je dis bien sur une pirogue. Mamadou Koulibaly, milieu sénégalais, a fait ses débuts ce week-end en Serie A avec Pescara. C'est juste pour préciser qu'il n'est pas une référence, mais plutôt il a eu de la chance. C'est surtout pour les jeunes qui veulent devenir footballeurs. Je pense que j'ai lu son histoire quelque part, effectivement. On dit du bien, beaucoup de bien de lui. Certains même le comparent à Paul Pogba. Déjà. On espère. Ah oui, pour son talent. On espère qu'il sera aussi Il a quel fort, âge, qu'il aura à le peu même près destin. Après 25 ans. Ah oui. Oui. D'accord. 25 ans, Paul Pogba. Ça reste. J'ai vu hier Cherchez l'erreur. les frères jumeaux. Florentin et Mathias. C'est des jumeaux. Merci Malal, merci Momodou. Merci, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Il n'est pas là, père? Père, non, il nous a lâché ce soir, je sais pas. On va lui donner le truc, comment ça s'appelle encore? Le symbole. Voilà, pour absenter. Voilà, la semaine prochaine, c'est lui qui paye les pots cassés. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation, Mao Sissé, au son by caméra Alun Diagne, Youssou Baro. Merci aux monteurs Moussa Sen et Laïdiouf et à toutes les équipes qui ont permis de tenir cette émission. Excellente soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.